voilà, donc nous sommes rendus à cette troisième séquence du 5e épisode du podcast anonyme. Nous allons vite. donc, eh oui, le temps file, nous allons conclure avec une chronique, si je puis me permettre ce petit jeu de mots, une chronique mutante, puisque tu vas nous parler de Mutant Chronicles dans sa 3e édition. Tout à fait. Alors, Mutant Chronicles, c'est un jeu qui a une histoire qui remonte. C'est à la base un jeu suédois de chez Target Games qui est sorti en 93 et lui-même est un successeur de leur gamme de jeux qui s'appelait Mutant RPG. Alors Mutant RPG a une édition récemment qui est devenue Mutant Year Zero, Oui. racheté par Modiphius, donc qui a été édité par les éditeurs anglais de Modiphius il y a doit être en 2015 à peu près. Et les gens de Modiphius se sont dit vu qu'on traduit Mutant Year Zero, pourquoi ne pas traduire un nouveau Mutant Chronicles? Alors c'est deux jeux qui ont complètement divergé et dont les univers ont plus grand chose à voir aujourd'hui. Alors, je sais pas, arrête-moi si je dis une bêtise, mais à une époque, une rumeur courait selon laquelle l'univers de Mutant Chronicles était très lié à celui de Culte. Parce qu'on retrouvait des thématiques, les archontes, les machins... Tout à fait, ouais. tout à fait. Il y a des choses, Culte, même éditeur. Voilà, d'accord. Nos amis suédois qui font dans la poésie les licornes et la dentelle. Oui, c'est ça. Comme on le sait très bien. Je visualise des guerriers de Mutant Chronicles avec un petit peu de dentelle sur l'armure de combat. Oui, tout à fait. On parlait de Boaos et de leurs armures blanches. Ouais, avec leurs la armures licorne, blanches, ce serait ouais. très très joli. C'est vrai que ça aurait du style. Bon, en tout cas, cette nouvelle édition, pareil, parue en 2015 de Mutant Chronicles 3ème édition, c'est un énorme livre de 500 pages qui reprend complètement le système de jeu. Il n'y a plus rien de repris du système d'origine et qui a un nouveau système qui s'appelle le système 2D20 qui est aussi repris pour leur édition de Conan qui devrait pas tarder à sortir. On l'attend avec impatience. Alors, en tout cas, je sais qu'avoir vu le système de jeu dans Mutant Chronicles, j'attends le Conan avec impatience. D'accord. Voilà, donc c'est un nouveau livre et ils ont décidé quelque part de reprendre à zéro le jeu et de permettre de jouer dans l'intégralité de la timeline du jeu Mutant Chronicles. Ok. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Mutant Chronicles, on est à la fin du 25e siècle. Sur Terre et dans le système solaire dominent plusieurs corporations, méga corporations. On a un petit côté très cyberpunk dans l'idée à ce moment-là. C'est d'ailleurs la grosse différence avec son concurrent thématique qui est Warhammer 40 000, c'est que Warhammer 40 000 est vraiment parti dans une logique space opéra gothique et tout. Très médiéval d'ailleurs. Voilà, très médiéval, on a perdu la technologie. Là, il y a un petit peu cette dimension aussi, mais par contre, c'est clair que l'univers de référence, c'est le noir et le cyberpunk. Complètement. Et donc, étendu sur le système solaire, différentes luttes de pouvoir, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y en a beaucoup. Hein. Le background est extrêmement riche. Et en 2480, sur Pluton, on trouve un artefact. Et c'est là que tout part en vrille, pour rester poli, restons familial. Arrive le moment qui est nommé dans le jeu comme la Dark Symmetry. Et à partir de là, toute la technologie va partir en déliquescence, plus rien ne marche. Et le jeu devient ce qu'on appelle, ce qui a été appelé à l'époque où ça avait, du dieselpunk. Parce que ne pouvant plus utiliser l'électricité, l'électronique, etc., on se remet à faire marcher les bons vieux moteurs diesel. Donc on a une espèce de côté... le steampunk est très, 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 très en vogue, hein, etc. On reste un peu dans cette idée-là, on revient dans le passé pour essayer de... Ouais, mais enfin, les mecs ont quand même des guns énormes, oui. Des armures de combat high-tech... Exactement, ouais. On est quand même dans l'arme à feu et tout, mais plus de laser, plus d'ordinateur, plus de communication... Si, par onde radio, ça devient très... oui, c'est plus compliqué. On retourne dans le passé parce que la technologie attire ces êtres. Je n'en parlerai pas trop puisque je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Ouais. Et à partir du moment où la guerre commence, on rentre dans la phase Dark Legion qui était la base du jeu vraiment dans la première et deuxième édition, en plein conflit.
Ouais, sachant que l'univers était quand même suffisamment populaire pour avoir engendré à l'époque, il me semble, un jeu de combat tactique, un jeu de cartes, auquel je sais que moi j'ai beaucoup joué, c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers. Donc il y avait quand même... il y avait c'était un univers très populaire à l'époque. Il y a même un film qui a été fait. Pas du tout. Vous ne ratez rien si vous ne l'avez pas vu. Enfin, a priori, hein, j'ai décidé moi aussi de passer. Voilà. Et était prévu à l'époque la troisième phase du jeu, le Dark Eden, qui serait la conclusion de la campagne, qui avait été imaginée par les auteurs mais qui n'a jamais été publiée. Oui, avec un retour sur la Terre, oui, avec un esprit très Mad Max, oui, je vois quoi tu fais. Et là, les auteurs ont dit que l'intégralité de la timeline serait couverte. En 1 an et demi, il y a une douzaine de suppléments qui sont parus. Ouais, ils ont un rythme des campagnes, production qui est hallucinant. Quasiment, je crois que toutes les factions maintenant ont eu leur sourcebook. Il y a aussi Luna, il y a des campagnes avec plein de scénarios, tout. Enfin, la gamme est extrêmement complète. Ça a l'inconvénient de son avantage, c'est qu'il y a énormément de matériel à ingurgiter. Mais c'est du bon matos, parce très qu'un bon. tel rythme de parution, ça rappelle un petit peu les grandes heures de Donjons et Dragons. Il y a quand même généralement beaucoup de tri à faire sur un tel rythme. Mais au final, ils ont toute une base sur laquelle ils doivent s'inspirer. Donc en fait, ils reprennent tous les éléments qui existaient, rajoutent de quoi jouer les événements dans toutes les époques, puis il y a toute la partie technique qui est à refaire, etc. Justement, le système, ça donne quoi ce fameux système 2D20 il est 2 fois plus fort que le système D20 ou... Complètement. D'accord. Mais pas forcément 2 fois plus rapide. Le système est extrêmement simple. Les personnages sont décrits par des caractéristiques et des compétences. Les caractéristiques sont... techniquement sur 20, mais globalement, un personnage de base aura des valeurs entre 6 et 12, peut-être 15. Okay. Et des compétences qui sont des bonus et qui, la plupart du temps, sont entre 0 et 3. On fait une action, on lance 2 D20, il faut faire en dessous de carac plus compétences. En additionnant les 2 D20 Non, chaque D20 est compté séparément. Donc c'est-à-dire que j'ai 12 dans la carac, 2 dans la compétence, il faut faire moins de 14, je lance 2 D20, si mes 2 D20 sont en dessous de 14, j'ai 2 succès. D'accord, ok. Et c'est là où il y a une petite subtilité. Si en plus le D20 est en dessous de la compétence, vous disiez les valeurs sont faibles, hein, entre 0 et 3. Échec critique. Réussite critique. C'est critique. encore mieux puisqu'on est en dessous. Et donc c'est des succès supplémentaires. D'accord. Donc ça c'est toute la base. Tout le jeu est comme ça. C'est extrêmement simple. L'une des subtilités sur le système, c'est que si on fait plein de succès, on va dire supplémentaires, on n'en avait pas besoin, on peut les garder comme momentum pour se donner des bonus sur des actions supplémentaires, voire transmettre des bonus à d'autres joueurs. Donc c'est une façon de jouer en équipe. Thésaurise le succès. Complètement. Ça s'appelle le momentum. Et c'est vraiment assez bien foutu. Mais je reviens sur cette publication pléthorique. Est-ce que... Parce que moi, quand je pense un supplément par mois, forcément, mon esprit est marqué au fer rouge. Je pense classe de prestige. Ils doivent nous refiler des classes de prestige. Est-ce qu'ils nous refilent des classes de prestige ? Il n'y a pas de classe de prestige dans le jeu. Les personnages sont créés par un système de life path. Donc on crée la jeunesse, l'adolescence, etc. Est-ce qu'ils nous refilent des life pass de prestige ? Et donc, effectivement, dans les suppléments, il y a des options supplémentaires pour la création du personnage, des options techniques, des options d'armes, etc. Et chaque compétence, il y en a assez peu dans le jeu, on doit être entre 12 et 15 compétences à peu près. Chaque compétence est associée à un arbre de talent. On est un peu dans l'idée des charmes d'Exalted. Ouais. Et donc, ces talents donnent des bonus dans les actions, etc. Alors, les bonus sont relativement simples. Hein, on lance un dé en plus, ou je peux garder un dé supplémentaire. Mais au final, il y a plein de mini-règles qui s'ajoutent. Ouais, parce que je te posais cette question de façon pas complètement innocente, parce que pour avoir beaucoup joué donc, au jeu de cartes, je sais que Mutant Chronicles, c'est quand même un univers hyper martial, avec donc son lot de troupes d'élite. Chaque faction, chaque mégacorp a ses troupes d'élite emblématiques, les avec plus connues étant les Blood Beret, je crois, de chez Imperial. Voilà, donc en gros, est-ce qu'on peut jouer ces personnages-là ou Oui. Alors le parti pris du livre de base, c'est de jouer à l'origine du jeu, à la Dark Symmetry. D'accord. Donc c'est-à-dire à ce moment-là, les Blood Berets n'existent pas. Mais dans le livre de base, sont prévus, si on veut commencer Dark Legend, si on veut commencer plus tard, avec
Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'options dans le jeu, parce qu'il y a plusieurs époques, plusieurs niveaux technologiques, plusieurs etc. Donc c'est plus une question de pas mal de choix et de faire de tri, que de rajouter quoi. L'autre partie pris du jeu, donc il y a d'une part l'époque, mais il y a aussi le type de personnage qu'on joue. C'est de jouer sur la cité franche de Luna, qui est donc sur la Lune, et de jouer globalement les flics privés qui sont sur la Lune, parce qu'ils peuvent appartenir à toutes les différentes corporations et interagir entre eux, et ça donne une idée. Et si on les met là Pour au une moment... ambiance vraiment... Voilà. Et l'idée c'est de les mettre là au début, au moment où la symétrie va frapper, et là on va pouvoir les lancer dans des scénarios, les mettre dans les luttes de pouvoir, parce que Luna est quand même là pour ça. Et donc aussi bien faire de la politique que du combat, que de l'intrigue, que de l'espionnage. Et il va y avoir aussi la petite dimension lutte contre les cultistes, j'imagine. Qui va arriver au fur et à mesure. Moi je conseille honnêtement, c'est le livre de base, le livre sur Luna, qui rajoute plein d'infos supplémentaires sur la ville, et la première campagne sur la Dark Symmetry, qui est donc les premiers scénarios qui permettent d'entrer dans la matière. Déjà avec ça, à mon avis, on a de quoi jouer pas mal de temps, surtout que le livre de base contient tous les secrets du jeu. Ah, ça c'est génial. Il y a une double page sur les secrets pour le MJ. Voilà, il n'y a pas de mystère, voilà à peu près ce qui va se passer, et c'est pas très détaillé, les choses viennent après, mais ça veut dire que si on veut pas acheter les suppléments ou pas tout de suite, on a toutes les billes qu'il faut pour commencer à jouer. Alors, une dernière petite question vicieuse. Dans le camp des gentils, avec 14 tonnes de guillemets, donc on va dire le camp de l'humanité, il y a la confrérie, qui donc est capable de miracles. Est-ce que les joueurs sont censés pouvoir avoir accès à ce type de pouvoir surnaturel, ou est-ce que c'est du domaine des PNJ exclusivement ? Je dirais que les règles sont fournies. Donc au maître de jeu de gérer s'il veut l'autoriser ou pas, quoi. D'accord. Voilà. Bah, écoute, moi c'était tout ce que j'avais à te poser comme question. Alors j'avoue que je suis très très curieux, parce que c'est un univers que j'adore. Et pour moi c'est vraiment le seul univers dans ce style-là, les étoiles ne vous entendront pas crier, qui est au niveau de Warhammer 40 000. Les deux univers ont vraiment des qualités très différentes, un ton très différent, mais les deux se valent. Je suis tout à fait d'accord. Je suis content que enfin Mutant Chronicles ait un système et une dynamique qui le servent. Ouais, tout à fait. Voilà, donc c'est sur cette critique que nous allons conclure ce 5e numéro du podcast anonyme. Nous essaierons, ma foi, de rester fidèles à notre rythme, et nous espérons que vous resterez fidèles à notre podcast. Tout à fait. Et sur ce, au revoir à tous, bonne lecture et bon jeu. Oui, et en fait on finit ce podcast avec une nouvelle qui nous a rendu un peu triste, c'est que Joe Dever nous a quittés. Donc l'auteur de Loup solitaire, qui nous a, je pense, chacun enchanté quand on était jeunes. C'est clair. On est beaucoup à avoir commencé, en fait, l'introduction dans le monde médiéval fantastique avec Loup solitaire, et presque aussi le jeu de rôle. Moi j'ai commencé avec ces 2 bouquins qui sont là, ces 2 bouquins d'époque, et c'est ensuite que je me suis lancé dans le jeu de rôle. C'est lui qui avait fait les Astres d'Or aussi, qui était dans le même monde, et qui était... Les Loups solitaires et les Astres d'Or font pour moi partie du top des livres dont vous êtes les héros, et c'est clair qu'il nous aura fait rêver. Donc, Bon, lui dédie ça. Ouais. Voilà. Salut Joe.